Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté, Martineau. Alors, Luc, écoute, la Maison-Blanche manque d'argent pour aider l'Ukraine. Voilà, ben écoute, c'est ce qu'avance Joe Biden et on fait cette annonce où on exerce des pressions parce qu'on sait que ça va être particulièrement difficile, les débats qu'on va avoir au Sénat d'abord et fort probablement à la Chambre. Il y a un jeu qui est nettement partisan, mais au-delà de ça, il y a des sujets qui sont sérieux. Qu'est-ce qui est à l'enjeu actuellement? Donc, on parle de millions et de milliards de dollars d'aide supplémentaires pour Israël, Ukraine et Taïwan. Ça, c'est le projet qu'a lancé l'administration Biden il y a un certain temps déjà. Les républicains disent, écoutez, nous, on a un certain nombre de conditions et parmi les conditions auxquelles on tient le plus, il y a la gestion de la frontière. Donc, on dit, les Américains sont insatisfaits, M. Biden, de votre gestion de la frontière, de la gestion démocrate. Nous sommes insatisfaits. On ne va s'entendre éventuellement que sur un montant que si vous acceptez de céder et de revoir votre politique sur la frontière. Et entre ces positions extrêmes, on a toutes sortes d'autres positions. Par exemple, Bernie Sanders vient de laisser tomber Joe Biden d'une certaine façon. Donc, Bernie Sanders et Biden collaboraient très bien en début de mandat pour Joe Biden. Maintenant, ce que dit le sénateur du Vermont, c'est je veux bien qu'on continue à aider Israël, mais on ne le fera pas inconditionnellement. Donc, je veux qu'on ait des conditions. Il faut qu'on impose au régime que M. Sanders qualifie d'extrême droite. Il faut qu'on lui impose des limites ou il faut qu'on lui demande de protéger les civils, de cesser le type d'activité qu'on fait actuellement. Le pays le plus perdant à court terme là-dedans, bien entendu, c'est l'Ukraine. Oui. Du côté de l'Ukraine, on sait très bien que dans les médias, ce qu'exploitait Volodymyr Zelensky presque parfaitement pendant très longtemps, il contrôlait le message et on le voyait partout. Maintenant, on semble être relégué au second rang et il y a un manque à gagner sur le terrain. Donc, on l'affirme sur le terrain, on en témoigne sur le terrain. Et là, il y a bien des observateurs qui disent si républicains et démocrates se chicanent sur la question, si les républicains s'entêtent à dire, par exemple, il faut que l'Europe en fasse plus, que l'Union européenne en fasse plus, ça se peut que Vladimir Poutine ait eu raison, finalement. Vladimir Poutine a, c'est difficile de l'exprimer comme ça, le luxe, dans un régime autoritaire, d'être patient, d'imposer sa vision et ses volontés. Donc, on dit, est-ce que finalement, l'entêtement puis la patience de Vladimir Poutine ne seront pas venus à bout de la résistance ukrainienne? Écoute, je t'avoue, là, je suis quelqu'un d'informé, moi, là, puis je ne sais plus ce qui se passe en Ukraine. Je ne suis plus ça du tout, cette guerre-là. C'est triste, à mon direct. Ça fait tellement longtemps qu'elle existe qu'on est passé à autre chose. Écoute, moi, je vais encore pratiquement chaque matin sur des sites qu'on considère généralement un petit peu plus indépendants en termes d'information. Je vais valider et on résiste encore du côté ukrainien. Mais c'est très difficile. Puis on est dans une période aussi où les conditions climatiques ont changé. On vient de traverser l'automne, on s'avance vers l'hiver là aussi. Donc, il y a pas de gain substantiel. C'est à peine si on parvient à tenir le coup. Donc, c'est là où on dit on a besoin à la fois d'argent, on a besoin de technologie. On le savait que ça allait être un conflit qui était long. Maintenant, ce qu'on craint, bien sûr, c'est que cette aide ou ce soutien américain qu'on disait inébranlable, Biden avait dit jusqu'à ce que ce soit finalement nécessaire, jusqu'où il le faudra. M. Biden exerce donc des pressions pour être en mesure de tenir sa promesse ou d'honorer sa promesse. On disait l'Ukraine défend les valeurs de l'Occident, mais là, on dirait que c'est Israël qui défend les valeurs de l'Occident contre le Hamas. D'ailleurs, en parlant de ça, tu veux me parler d'une démocrate progressiste qui s'est fait cuisiner à CNN concernant la possibilité d'un cessez-le-feu. Est-ce qu'on a un extrait de ça? Oui, écoute, je te fais entendre dans un premier temps, c'est Dana Bash sur CNN qui reçoit cette progressiste. Et on lui lance cette question à laquelle, écoutons-la, on revient sur la réponse après de Mme Jayapal. On écoute l'extrait. I want to ask you about sexual violence. And it's kind of remarkable that this issue hasn't gotten enough attention globally. Widespread use of rape, brutal rape, sexual violence against Israeli women by Hamas. I've seen a lot of progressive women
generally speaking, they're quick to defend women's rights and speak out against using rape as a weapon of war, but downright silent on what we saw on October 7th and what might be happening inside Gaza right now to these hostages. Why is that? Écoute, C'est une sacrée bonne question. Pramila Jayapal, c'est une de celles dont on dit qu'elle est parmi les plus progressistes et c'est une de celles qui insiste le plus parmi les démocrates pour prendre la défense de la Palestine. Et ce que Dana Bash lui dit, parce que l'échange est beaucoup plus long que ça, ce que Dana Bash lui dit, c'est, écoutez, ce sont mes mots, mais vous accordez comme une passe gratuite au Hamas là-dedans. C'est que vous mettez la pression sur Israël. Israël doit ménager la Palestine, doit ménager les civils. Je pense que plein de gens s'entendent pour dire ça. Mais elle dit, est-ce que vous avez pensé à ceux avec qui on prétend négocier, ceux qui prétendent négocier? Et là, elle l'interroge sur, est-ce que les progressistes, vous qui êtes toujours à l'avant-scène pour parler des femmes, de la violence faite aux femmes, de la discrimination, est-ce que vous ne trouvez pas un peu curieux que là, ce soit le silence complet sur le viol et les violences sexuelles qui sont utilisées par le Hamas comme arme de guerre? Elle répond quoi? Elle a répondu cette fois, elle a accepté, mais en changeant de sujet. Écoute, on manque de temps, mais ça aurait valu la peine. Et c'est un match de tennis, finalement. On se renvoie la balle. Mais c'est à peine si elle parvient à condamner ça avant de ramener la pression ou le discours sur Israël. Et c'est effectivement, quand on pense aux Israéliens, on le dit, le gouvernement de M. Netanyahou, il a une coalition qui est très, très à droite. On s'entend sur ce sujet-là. Maintenant, si je suis un Israélien ou une Israélienne et que je regarde ce qui a été fait lors de l'attaque du Hamas, comment ne pas comprendre la colère et l'indignation sur le terrain quand on a vu ou quand on a rapporté ce que le Hamas s'était permis de faire? Et écoute, c'est là où ça devient très difficile de dire rassemblons ces gens-là autour de la table. On va boucler la boucle parce qu'au tout début de l'émission, à 8h30, j'ai fait entendre la vidéo 54 secondes de Hillary Clinton qui est ferme. Hein? Elle dit on doit tous condamner l'utilisation du viol comme arme de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Elle parlait aussi, j'imagine, aux progressistes dans son camp en disant réveillez-vous, là. Puis, écoute, on peut, si on le remet strictement dans un contexte américain, ce qu'il faut dénoncer aux États-Unis, on a parlé d'islamophobie et il y a des faits troublants. C'est l'antisémitisme qui monte et de façon alarmante aux États-Unis. Alors, quand on dit, écoutez, il faut parler, on veut bien défendre les victimes de Palestine et il faut le faire. De l'autre côté, il y a des Juifs qui en paient le prix. Et il y a beaucoup de gens au sein du Parti démocrate qui appuient Joe Biden dans sa stratégie jusqu'à maintenant. Exerçons des pressions pour limiter les victimes du côté civil en Palestine, mais l'idée d'éradiquer le Hamas ou d'à peine négocier avec le Hamas, ils sont plusieurs à y croire. Et Mme Clinton a été particulièrement ferme sur le sujet. Mais c'est pas évident de combattre le Hamas en même temps en épargnant. On peut pas faire payer tous les Palestiniens et les enfants palestiniens pour les crimes qui ont été commis par le Hamas. À un moment donné, là, c'est ça, c'est la quadrature du cercle. Là. Et mettons ça avec les meilleures intentions du monde. Quand le Hamas cache des armes de guerre ou des ressources et qu'on met ça avec des hôpitaux, qu'on se sert des civils comme boucliers humains, c'est certain que si les Israéliens attaquent, on sait qu'il y a des cibles. En même temps, on enfreint les lois internationales. Mme Jayapal, c'est ce qu'elle affirmait quand elle blâmait Israël en disant « on ne peut pas cautionner Israël qui va à l'encontre des lois internationales ». En même temps, on fait comment pour éliminer ce qui est le véritable cancer de la Palestine, donc qui est cette gestion puis cette mainmise du Hamas sur une foule de services et sur des institutions politiques. On veut éliminer le cancer, mais on veut pas tuer le patient. C'est ça, c'est pas évident, ça. Voilà, merci. Exactement. Merci, Luc La Liberté. Toujours un plaisir de te parler. On se parle demain. Bonne journée. Alors, si vous avez des commentaires, écrivez-nous à studio@cube.radio. Commentaires, suggestions. Merci à l'équipe de recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac lui-même qui prend la relève. Après les amateurs, place aux professionnels. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.